Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Cette année, donc, comme je vous l'ai dit, nous allons focaliser le propos en fait, sur la dernière transition glaciaire, sur la dernière déglaciation. Donc j'ai intitulé cette année le cours sur climats extrêmes et analogues actuels, Holocène et tardiglaciaire. Donc la semaine dernière, en fait, je vous ai fait quelques rappels sur les forçages climatiques qui ont prévalu justement pendant cette période de déglaciation. Et on avait vu une perspective assez longue pour justement regarder le forçage primaire qui est lié aux fluctuations de l'orbite terrestre. On a vu l'obliquité, on a fait des rappels sur l'obliquité, la précession des équinoxes et l'excentricité de l'orbite terrestre qui expliquent à très long terme, qui sont le principal moteur en fait, de ces glaciations, qui expliquent leur cyclicité. Et j'ai parlé aussi d'autres effets, d'autres forçages, par exemple les forçages liés aux gaz à effet de serre, qui fluctuent aussi sur les mêmes constantes de temps, avec des fluctuations, avec des cyclicités qui sont similaires, et qui sont liées au fait qu'en fait, c'est en particulier pour l'effet de serre lié au gaz carbonique ou à d'autres gaz comme le méthane, sur ces échelles de temps, en fait, il s'agit d'une réponse climatique à ces variations glaciaires-interglaciaires. Donc, on peut voir ça en fait comme un forçage secondaire ou des rétroactions qui ont elles-mêmes un effet d'amplification sur le phénomène glaciaire-interglaciaire. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre le phénomène et son amplitude ainsi que sa rapidité dans le temps sans faire intervenir justement ces rétroactions. Je vous ai parlé aussi du fait que quand on essaye de modéliser les choses, eh bien, on peut aussi avoir cette vue intégrée sur les derniers 100 000 ans de construction d'énormes calottes de glace que l'on a vues en particulier pour la Laurentide au-dessus du Canada et sur la Scandinavie pour la calotte qui était située au nord de l'Europe. Et en fait, ces énormes calottes de glace ont été construites pendant des phases très longues, en particulier pendant la dernière période, le dernier cycle glaciaire, sur une période qui est de l'ordre de 100 000 ans. Et c'est la présence elle-même de ces calottes de glace, avec leur effet en particulier d'albédo, de réflexion du rayonnement solaire incident, a comme conséquence en fait de refroidir la Terre. Et donc c'est ça qui, en partie aussi, explique la sévérité du climat glaciaire d'il y a 21 000 ans, pendant le dernier maximum glaciaire, qui est le point de départ en fait, de notre déglaciation et des phases que nous allons regarder en détail, que nous avons déjà commencé à regarder en détail. Donc je vous ai parlé notamment aussi pour essayer de reconstituer l'extension et le volume de ces calottes de glace de l'époque du point de départ, et on l'a vu aussi pendant toute la phase transitoire de la déglaciation. Je vous ai montré quelques techniques qui peuvent permettre justement de reconstituer ces différentes phases glaciaires, à partir notamment de recherches que l'on peut faire sur des récifs coralliens qui nous permettent en fait de reconstituer l'évolution du niveau de la mer, qui bien évidemment est l'effet miroir et est totalement lié à la présence de ces énormes volumes de glace sur les continents. Et donc je vous ai montré notamment cette planche en fait, qui résume un peu les travaux que nous avons pu réaliser sur un site. On a travaillé sur d'autres. Ici, il s'agit de la déglaciation vue au travers des forages au large de l'île de Tahiti, avec une énorme remontée du niveau marin post-glaciaire depuis pratiquement 120 mètres, 130 mètres en dessous du niveau actuel, jusqu'à l'Holocène, avec des variations beaucoup plus faibles. Donc on a vu que c'était lié à la présence de ces énormes calottes de glace. Donc c'est une façon de reconstituer les volumes que de regarder le niveau de la mer dans certains sites. Et je vous ai dit aussi que pour l'extension, on avait déjà une idée en fait, de la présence de l'extension de ces calottes de glace en considérant ce que l'on appelle le réajustement isostatique post-glaciaire qui se poursuit encore actuellement avec notamment ces vues qui vous présentent en fait
les mesures actuelles de remontée du continent, à la fois pour le Canada, en fait pour l'Amérique du Nord, où l'on voit très bien à l'heure actuelle une remontée du continent qui est très importante, qui est de l'ordre de 1 cm par an, ce qui est colossal sur un trait de côte, et qui est complètement liée à la remise en forme post-glaciaire, qui intervient encore actuellement en liaison avec la présence de ces calottes de glace pendant la dernière glaciation et la phase transitoire de déglaciation que nous étudions. Donc la vue de gauche résumait un petit peu la situation actuelle de ce réajustement post-glaciaire en Amérique du Nord. La vue de droite vous montre l'équivalent exprimé aussi en millimètres par an. Donc on voit des taux de remontée dans le golfe de Botnie entre la Suède et la Finlande qui peuvent être de l'ordre de plus d'1 centimètre par an. Et tout autour, on le voit très bien là, sur la planche de gauche, pour la Laurentide, pour cette énorme calotte de glace qui était située sur le Canada. Au sud, en fait, on voit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on voit des zones qui vont subsider, qui descendent. Là, c'est le continent qui descend plus rapidement qu'il ne devrait, et ceci est lié à la remise en forme, parce que tout autour de ces calottes, il y avait formation d'un bourrelet périglaciaire qui, encore à l'heure actuelle, a tendance à subsider. Et donc ces variations actuelles que l'on peut mesurer avec les déformations avec des GPS sont complètement liées à ce phénomène glaciaire et à ce maximum glaciaire qui a eu lieu il y a 21 000 ans et toute cette phase de déglaciation. Donc on peut, sur cette carte, en fait, directement matérialiser l'extension de la calotte de glace laurentide. C'est ce qu'on peut faire. On voit ici la différence, la ligne de jonction entre les zones qui montent et les zones qui descendent permet effectivement de voir où était placée cette calotte de glace laurentide. Mais il faut quand même considérer le fait que ce réajustement isostatique post-glaciaire, en fait, il intègre à l'heure actuelle, il intègre toute la phase de déglaciation depuis le dernier maximum glaciaire. Donc pour avoir une idée cartographique des différentes phases de la déglaciation et donc de l'extension horizontale, c'est ça qui nous importe en fait lorsque l'on veut quantifier les effets d'albédo spatialisés au cours du temps, eh bien, il va falloir trouver d'autres outils beaucoup plus précis, en fait, qui vont être complémentaires. Pratiquement, on fait feu de tout bois, on utilise aussi le réajustement isostatique post-glaciaire aussi pour avoir une idée des volumes de glace qui étaient stockés sur les continents, donc plusieurs types d'outils. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a d'autres évidences géologiques qui nous permettent en fait d'être assez précis sur l'extension, pas forcément le volume, mais sur l'extension de ces anciennes calottes de glace. Alors, une planche, en fait, pour résumer un peu les choses, le retrait des glaciers, à la fois de petits glaciers et de glaciers très importants comme les calottes de glace, eh bien, laisse des traces géomorphologiques que l'on va pouvoir étudier sur les continents. Ici, vous sont données quelques planches en fait, qui résument un petit peu de façon imagée et simplifiée l'effet d'un glacier, en particulier dans un glacier de montagne. Le glacier va en fait éroder lors du transport de cette glace. Eh bien, les forces sont absolument énormes, les volumes de glace sont importants et ces glaces vont en fait éroder et broyer des roches qui dépendent de la localisation géologique et donc on va avoir des roches différentes et des provenances qui vont permettre de cartographier la provenance de ces blocs rocheux, mais il y a un transport important, un broyage et formation de ce que l'on appelle des moraines. Alors ici, à la fois des moraines frontales ou des moraines latérales ou même des moraines médianes, c'est ce qui est résumé sur ce diagramme, qui vont en fait être l'accumulation et le transporter de blocs rocheux et de roches broyées qui vont ensuite s'accumuler dans différentes zones autour du glacier et que l'on va pouvoir retrouver ensuite des millénaires ou des dizaines de millénaires après la disparition des glaces que l'on veut étudier de façon spatialisée. Alors le diagramme du haut en fait vous donne en fait d'autres détails, mentionne d'autres traces géologiques
que l'on va pouvoir retrouver et cartographier, en particulier ce qu'on appelle des drumlins, c'est-à-dire des amas, des amas de roches et de blocs rocheux et de roches divisées, qui vont être répartis suivant l'écoulement du glacier. Et on voit aussi assez souvent, après ce transport glaciaire, des roches qui vont être érodées et qui vont être striées, ce que l'on appelle des roches moutonnées. Le terme est utilisé aussi en anglais, roches moutonnées, que l'on va pouvoir retrouver des dizaines de millénaires après les glaciations, et qui vont donc constituer des traces qui vont être tout à fait complémentaires de ce que l'on peut faire avec d'autres types d'informations. J'avais cité aussi le delta 18 des foraminifères benthiques, j'ai cité les études de niveau marin, que l'on peut regarder de façon spatiale pour essayer de voir d'où venaient les glaces qui fondent pendant la phase de transition glaciaire, post-glaciaire. Donc des traces géomorphologiques qui vont nous être très utiles. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Alors ici, il s'agit de photos de moraines qui ont été abandonnées par le glacier du Miage au sud du Mont Blanc, dans les Alpes. Donc on voit très nettement l'aspect concentrique de ces moraines latérales, en fait, et qui signent en fait qui sont la trace en fait des différentes phases d'accumulation et de transport de ce glacier. Une autre photo provenant des Alpes, ici il s'agit de la vallée du glacier des Sources de l'Arc. On voit un énorme massif en fait de roches moutonnées qui sont, comme vous le voyez, striées dans la direction en fait du transport des glaces de l'époque, qui ont donc disparu. Et d'autres traces peuvent être aussi utilisées, en particulier des blocs xératiques, d'énormes masses rocheuses qui vont être déstabilisées et transportées par les glaciers, à la fois à l'heure actuelle dans des glaciers de montagne et par ces énormes calottes de glace qui ont donc laissé des dépôts, comme on va le voir, sur tous les continents, en particulier à proximité des deux calottes principales qui expliquent, qui sont liées à ce climat glaciaire, la Laurentide au niveau du Canada et la calotte scandinave au nord de l'Europe. Donc des blocs xératiques et des roches moutonnées qui ont été étudiés en fait depuis très longtemps. Il y a tout un historique en fait des recherches sur ces traces géomorphologiques. Au XIXe siècle, il y avait encore des controverses pour savoir si effectivement la glace pouvait être responsable, et s'il y avait eu des glaciations, si la glace pouvait être responsable du transport de ces roches et de l'abrasion et de l'érosion qui étaient étudiées dans les Alpes en particulier. Donc ici, sur cette planche, j'ai juste résumé les choses, toute cette historique des recherches sur la théorie glaciaire avec des géologues, géomorphologues comme Louis Agassiz, qui a publié son étude sur les glaciers en 1840. Ici, il s'agit d'une planche qui vous montre justement une roche moutonnée et striée par des glaciers. Et donc, Agassiz avait tout à fait compris en fait l'origine de ces formes géomorphologiques. Jean de Charpentier, aussi un Suisse, qui en fait avait tout appris à Louis Agassiz, qui était au départ paléontologue, et Jean de Charpentier a été vraiment le pionnier de l'étude de ces terrains erratiques du bassin du Rhône. Et ici, vous avez une planche qui représente justement un bloc erratique qu'il avait étudié à l'époque et publié en 1841. Donc son œuvre a été publiée, malheureusement pour lui, une année après celle d'Agassiz, à qui il avait enseigné les bases de la théorie glaciaire. Et sur la partie droite, les recherches en Amérique du Nord, donc au sud de la calotte laurentide, ont pris un peu plus de temps. Et ici, j'ai un des pionniers vraiment importants des recherches sur la cartographie de ces traces géomorphologiques de la calotte laurentidienne.
l'américain, géologue américain Thomas Chamberlain, qui, au départ à l'USGS, puis ensuite à l'Université de Chicago, a beaucoup travaillé et cartographié les moraines. Ici, il s'agit d'une cartographie en fait, des moraines du Wisconsin, donc au sud, qui était situé à l'époque au sud de la calotte laurentide. Ici, vous avez le lac Michigan, qui est en fait un lac qui est lié justement à l'ancienne présence de la calotte laurentide, comme on va le voir. Et donc, il avait cartographié une des moraines. Alors, il faut voir qu'à l'époque, la géologie se faisait à cheval. Il n'y avait pas de satellite et pas de vue, pas de photos aériennes pour pouvoir réaliser ces cartographies. Donc, ces recherches pionnières du XIXe siècle étaient importantes justement pour établir l'origine glaciaire et la présence en fait de ces énormes calottes de glace au niveau du Canada et au nord de l'Europe, et en particulier aussi pour toutes les Alpes au niveau du bassin du Rhône. Alors, une des controverses qui a perduré et qui est liée à la nature même en fait, de ces traces géomorphologiques que l'on peut retrouver, en particulier des moraines et des blocs erratiques, c'est le problème de leur datation. C'était le cas dès le départ. Par exemple, Thomas Chamberlain avait cartographié plusieurs moraines. Ici, il s'agit voilà, il avait intitulé dans son ouvrage On the Terminal Moraine of the Second Glacial Epoch. Donc, ils savaient, en fait, ils avaient compris qu'il y avait eu plusieurs phases de glaciation, mais il y avait quasiment une totale impossibilité de dater véritablement ces blocs rocheux et ces phénomènes et ces traces d'érosion, en particulier parce que les blocs rocheux, leur âge géologique, il s'agit de roches qui ont été érodées, fragmentées, etc., n'a rien à voir avec le phénomène de glaciation. Ce sont des roches qui, au départ, étaient dans le substratum, ont été érodées par le glacier, et donc ce que l'on veut dater, ce n'est pas l'âge de ces blocs rocheux, mais c'est l'âge du dépôt, du transport et de la déglaciation. Donc ça a été, pendant très longtemps, en fait, les recherches ont été vraiment freinées sur le continent par ce problème fondamental de l'absence de datation directe. Alors, de nombreux chercheurs ont pu essayer de retrouver ici et là des morceaux d'arbres, un peu de matière organique qui étaient transportés de façon accidentelle. Il pouvait y avoir inclusion dans ces moraines de matières organiques que l'on peut dater avec le radiocarbone, mais c'était un peu anecdotique et assez difficilement prévisible, avec en plus quelquefois des surprises qui sont liées à la complexité du transport. Et donc, pendant très longtemps, en fait, les recherches justement sur ces moraines ont été vraiment freinées par ce manque de datation. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, en fait, qui a changé dans les années 80, avec la mise en place et la découverte, en fait, d'un autre type de datation qui permet de mesurer, en fait, le temps d'exposition des roches au rayonnement cosmique, qui arrive de façon permanente et de façon isotrope au niveau du sommet de l'atmosphère. Et donc, ce rayonnement cosmique crée des réactions nucléaires, des réactions de spallation directement dans les minéraux et forme en fait des isotopes, ce que l'on appelle des isotopes cosmogéniques, qui sont créés par le rayonnement cosmique. On parle aussi de cosmonucléides. Et ces cosmonucléides vont être des isotopes, avec des isotopes très rares, comme le beryllium 10, l'aluminium 26, le chlore 36, le carbone 14 in situ. Alors, il s'agit d'un carbone 14 qui est le même, mais en même temps, ici, il a une origine différente du carbone 14 qui sert à la datation radiocarbone. Ça va être un carbone 14 qui va être créé directement, en particulier dans le quartz. Et des gaz aussi, des gaz cosmogéniques comme l'hélium 3 ou le néon 21. Donc ces isotopes vont être créés directement dans les roches, et donc l'intérêt pour dater les moraines, c'est qu'en fait, quand les moraines sont transportées, en particulier en base de calotte, lorsque les blocs rocheux sont transportés, eh bien, ils sont protégés du rayonnement cosmique par l'épaisseur de glace, et lorsqu'il y a retrait
des glaciers, à la fois calottes de glace et glaciers, et c'est la même chose aussi pour les roches moutonnées, elles vont être protégées, érodées, mais le glacier est au-dessus, et lorsqu'il y aura retraite, eh bien, il y aura possibilité pour les rayonnements cosmiques de créer directement in situ ces isotopes, et donc on va pouvoir, en les mesurant, alors encore une fois, les différents taux de production dépendent de la chimie des minéraux, donc on va plutôt former du chlore-36 dans les feldspaths, on va produire du beryllium-10, de l'aluminium-26, du C14 dans le quartz, dans la calcite, ça va être essentiellement du chlore-36, il y a des gaz rares qui vont pouvoir être formés dans l'olivine, mais encore une fois, en connaissant la nature, en mesurant, en analysant la nature chimique des roches qui vont être étudiées, on peut, en mesurant ces isotopes, avoir une idée de leur temps d'exposition au rayonnement cosmique, et donc avoir une idée de la date, enfin, de retrait des langues glaciaires qui les recouvraient pendant la glaciation ou pendant la phase transitoire que l'on étudie, cette déglaciation, cette phase de déglaciation. Alors, un des problèmes, et un des problèmes principaux en fait, de ces datations d'exposition, de mesure du temps d'exposition de ces roches, est qu'il faut des outils très compliqués pour les mesurer. Alors, c'était bien évidemment inaccessible aux pionniers du 19e siècle, mais même il a fallu attendre les années 80 et en fait les années 90 pour qu'il y ait vraiment une révolution. Il faut en fait des accélérateurs de particules pour pouvoir mesurer ces isotopes cosmogéniques formés in situ. Ici, je vous montre en fait les deux accélérateurs que nous utilisons dans mon labo à Aix-en-Provence. Un qui s'appelle Astérisque, qui est un accélérateur de 5 millions de volts, 5 mégavolts. Ici, il s'agit d'une bête qui fait pas loin d'une trentaine de mètres. Quand on part depuis la source d'ion, en fait, il y a 2 sources d'ion et tout un tas de détecteurs après la phase d'accélération. Et un accélérateur plus petit nous sert à faire des mesures de carbone 14, à la fois le carbone 14 qui nous sert à faire des datations au radiocarbone classique, et d'autre part ce fameux carbone 14 in situ. Donc des outils analytiques de premier ordre en fait, qui nous permettent en fait, de faire ces mesures d'isotopes qui sont en fait très rares. Les rapports isotopiques entre l'atome, l'isotope stable, par exemple le beryllium 9 et le beryllium 10, ou le carbone 12 et le carbone 14, ou les chlore 35 et le chlore 36, les rapports isotopiques peuvent être de l'ordre de 10 puissance 12 jusqu'à 10 puissance 15 ou 10 puissance 16. Donc il s'agit d'éléments et d'isotopes qui sont extrêmement rares, mais ils sont très précieux justement pour pouvoir faire des datations d'exposition. Donc, alors, je passe bien évidemment toutes les complications de cette tuyauterie et des problèmes qui sont liés aux mesures analytiques elles-mêmes. Il y a cette datation par les cosmonucléides, elle présente aussi des complications sur le terrain qui sont liées au fait que, dans le cas idéal, c'est ce qui est rappelé ici, on a dans des roches, alors les 3 petits cercles ici représentent 3 blocs rocheux qui sont protégés dans la roche, qui vont ensuite être érodés et transportés par le glacier. Et dans le cas idéal, eh bien, après retraite de la langue glaciaire, eh bien, les blocs rocheux que l'on va pouvoir prélever pour faire des mesures de ces fameux cosmonucléides, eh bien, ils vont être exposés de façon synchrone et au rayonnement cosmique. Et donc, on va avoir, au cours du temps, c'est ce qui est indiqué ici sur ce diagramme de droite de principe, on va avoir, après la phase de glaciation, eh bien, croissance dans les 3 échantillons, le rouge, le vert et le bleu, on va avoir croissance des cosmonucléides parallèles de façon simple. En fait, le cas est généralement plus compliqué. Une des complications, je ne vais pas mentionner toutes les complications auxquelles nous faisons face, mais est le fait qu'il y a souvent des blocs rocheux qui vont être inclus dans des masses de moraines et donc qui, au départ, ne vont pas être exposés au rayonnement cosmique. On peut avoir aussi, c'est ce qui est symbolisé ici, donc le bloc vert et le bloc bleu ne sont pas
accessibles au rayonnement cosmique tout à fait après la première phase de déglaciation. Et vous voyez que le bloc rouge, en fait, s'est fragmenté. Et bien, cette fragmentation, cette érosion des blocs, elle a aussi une incidence parce qu'il y a une atténuation de la formation de ces cosmonucléides en fonction de la profondeur dans les blocs rocheux, ce qui fait que quand on a une fragmentation, une érosion, eh bien, on va sous-estimer, c'est ce qui est indiqué ici, de façon imagée et idéalisée, on a, en fonction du temps, moins d'isotopes cosmonucléides, donc beryllium 10, chlore 36, aluminium 26, etc., beaucoup moins que ce que l'on devrait avoir pour les deux cas, érosion, fragmentation et exposition, qui, au départ, n'étaient pas complètes. Et donc, on va en fait sous-estimer la durée d'exposition et donc avoir des âges qui vont être erronés. Donc, le secret des choses, c'est de répliquer, de faire de multiples mesures pour essayer de les croiser et obtenir des âges plus précis en ayant des mesures redondantes. Toutes les mesures en paléoclimatologie, on essaye à chaque fois d'avoir des indicateurs qui vont être complémentaires. Ils présentent tous des complications et des biais, et donc c'est le fait de croiser les informations avec différents types d'indicateurs, mais le même indicateur peut aussi avoir des problèmes, ce qui fait qu'on va être obligé de répliquer et donc de faire des moyennes pour essayer d'avoir une précision correcte, suffisante pour pouvoir étudier les phénomènes que l'on veut étudier. Je vais vous présenter quelques photos. On va ici de travaux qui ont été réalisés au laboratoire, au CEREJ à Aix-en-Provence. Ici, il s'agit en fait d'exemples dans les Pyrénées de l'Ariège, avec ici un bloc rocheux qui a été daté. Donc il faut imaginer ici, je crois, une collègue qui prélevait, et avec une datation de ce bloc rocheux qui a été transporté par des glaciers qui ont totalement disparu aujourd'hui, avec une date de 18 000 ans, plus ou moins 1000 ans. Ici, les datations sont exprimées en kiloannées, en milliers d'années. Donc on voit que ces datations, c'est un exemple parmi d'autres, mais il est typique. Ces datations, elles ne sont pas très précises. On a une précision ici qui est de l'ordre de 1000 ans, à 1 sigma. Et ces datations, si on compare ça avec le carbone 14 pour un objet qui a 18 000 ans, on peut obtenir une datation qui aurait une précision 10 fois meilleure. Avec l'uranium-thorium, on pourrait descendre à quelques décennies, donc on approche pratiquement un facteur 100, mais c'est la seule possibilité de pouvoir dater ces blocs rocheux. Il n'y a pas de matière organique qui serait reliée au phénomène d'érosion et dépôt. Il ne s'agit pas de dater le bloc rocheux en lui-même, il est d'âge géologique, donc il n'a il a un intérêt, je dirais, pour avoir la provenance de ces blocs rocheux, mais pas tellement pour la datation du phénomène de glaciation et de déglaciation. Donc on est obligé de se contenter et de faire du mieux que l'on peut avec ces précisions qui sont, encore une fois, liées au fait qu'il y a des incertitudes, comme je vous l'ai dit, sur les problèmes d'érosion, sur des calculs aussi, parce qu'il faut tenir compte de la latitude, de l'altitude, etc., pour l'implantation et la formation de ces réactions de spallation. Donc, beaucoup de complications. Et donc, le secret, c'est en fait de répliquer et de faire des moyennes pour arriver à une précision sur les âges pondérés qui puissent permettre de discuter des avancées et de la retraite de ces langues glaciaires. Alors, il y a aussi des recherches, des scientifiques essayent aussi de mesurer la taille des lichens qui pourraient, dans certains cas, indiquer des chronologies relatives entre différents blocs. Ça peut être utile, mais encore une fois, là, il s'agit de radiochronologie absolue et on se fie donc à ces isotopes qui sont radioactifs et qui permettent donc d'avoir une idée du temps exprimé en années ou milliers d'années dans le cas présent. Alors, un autre exemple, ici il s'agit d'un glacier qui a disparu justement en Ariège. Ici vous avez le pic de Médécourbe, et avec
il s'agit d'une vue vers le sud, avec un petit lac proglaciaire, enfin, qui a été, il n'existe plus de glacier dans cette vallée glaciaire en Auge, comme vous le voyez. Et ici, une vue cartographique par satellite. Le nord est en haut, donc le sud est ici, et donc le pic de Médécourbe serait au sud. Vous avez en fait ce petit lac que l'on retrouve, et au nord de ce petit lac, il y a des moraines qui ont pu être datées. Et ici, donc, vous voyez des âges qui s'échelonnent qui sont de l'ordre de 13 000 ans avant le présent. Tout est exprimé en années, en kilo-années BP. Donc on arrive à dater ce phénomène de fonte, de retraite des glaciers de l'Ariège. Alors, bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement, pendant ces grandes glaciations, ce maximum glaciaire, il y avait non seulement d'énormes quantités de glace sur le Canada et sur la Scandinavie, mais aussi des glaces beaucoup plus importantes, beaucoup plus étendues, sur tous les massifs montagneux, en particulier dans les Alpes. C'est là où les premiers pionniers ont pu essayer de comprendre le phénomène glaciaire, mais aussi dans les Pyrénées. Alors ici, c'est une vue en fait, qui récapitule beaucoup d'études qui ont été notamment réalisées par des collègues à Aix-en-Provence et qui leur a permis en fait, de reconstituer l'extension des glaciers des Pyrénées pendant le dernier maximum glaciaire. Et encore une fois, juste pour illustrer le propos, un détail, une photo qui vous présente une vallée où l'on retrouve dans la géomorphologie, dans le paysage, des formes géomorphologiques qui correspondent à des moraines latérales qui ont pu être datées sur des blocs erratiques. Encore une fois, les glaciers ont disparu depuis longtemps. Donc un exemple qui n'est pas anecdotique, encore une fois, ce n'est pas la fonte de ces glaciers des Pyrénées qui explique une grande partie des changements du niveau marin que l'on a vu à Tahiti en particulier et dans d'autres zones, mais encore une fois, ça a contribué, on voit que cette période du dernier maximum glaciaire, qui est le point de départ de cette déglaciation, était beaucoup plus froid. Alors d'autres exemples. Ici, un exemple dans un travail un peu plus ancien qui date de 2009 sur l'extension au nord de l'Écosse de la calotte des îles britanniques. Sur pratiquement toutes les îles britanniques, il y avait une énorme calotte de glace, qui n'avait pas la même taille que la Laurentide, c'est clair, mais qui était importante, que l'on peut aussi cartographier avec le réajustement isostatique post-glaciaire. Toute la morphologie en fait, de l'Écosse a été complètement modelée par cette calotte de glace qui a disparu pendant la phase de transition post-glaciaire, avec ici donc, ce qui est rappelé, les petits âges ici qui sont indiqués, on peut lire 14, 13, 12, etc., expriment en kilo-années l'âge d'exposition des blocs rocheux qui étaient sous-jacents à cette énorme calotte de glace dont l'extension maximale est représentée ici par ce diagramme en pointillé. Donc on peut suivre en fait cette déglaciation de la calotte des îles britanniques. Un autre travail qui lui a été réalisé dans les montagnes rocheuses, donc au sud de la Laurentide, là il s'agit de cirques glaciaires avec des glaciers de montagne, et donc ces glaciers de montagne se sont retirés pendant la déglaciation. Donc chaque vallée, chaque zone géographique a fait l'objet de plusieurs études. Là, il s'agit d'un diagramme qui vous présente les moyennes pour les différentes zones qui sont représentées ici en rouge, avec, comme vous le voyez, des estimations sur l'âge d'exposition qui s'échelonne entre 16 000 ans et 8 000 ans avant le présent. Donc on voit que la disparition de ces moraines, de ces glaciers, des cirques glaciaires des montagnes rocheuses est intervenue justement pendant cette phase de déglaciation. Donc encore une fois, là, des glaciers de montagne un peu plus au sud, aux États-Unis, donc un peu plus au sud de la Laurentide. Et quand on peut aussi, le même type d'étude a été réalisé, ici dans un travail qui est très récent, un exemple en fait,
toutes les études sont forcément très détaillées sur des zones géographiques particulières, parce qu'il y a beaucoup de terrain et des analyses qui ensuite sont réalisées au laboratoire, mais c'est la compilation ensuite qui va permettre de reconstituer le schéma d'ensemble. Mais ici, il s'agit d'une étude précise, en fait, sur un détail, mais encore une fois publié très récemment, de la retraite de la Laurentide, de cette énorme calotte de glace qui faisait 4-5 km d'épaisseur et qui était centrée sur le Canada, sur la baie d'Hudson, qui est en fait un des restes qui est en fait l'équivalent du golfe de Botnie pour la Scandinavie. Donc ici, des blocs rocheux qui ont été datés. Ici, un bloc rocheux daté de 14 000, plus ou moins 600 ans, le paysage actuel, et des blocs rocheux qui permettent de faire des moyennes. Donc ce que je vous avais dit, c'est que les précisions ne sont pas forcément fameuses sur chaque bloc. Il y a une certaine dispersion, mais en multipliant les datations, on arrive à une estimation qui est de l'ordre de quelques siècles, donc qui permet effectivement ensuite de faire des cartographies et de regarder le phénomène à grande échelle. Alors, c'est ce qui a pu être fait. Ici, un autre exemple, à l'échelle de la calotte phénoscandienne, en compilant toutes ces informations. Alors, il faut imaginer toute la littérature avec, de façon très précise sur chaque zone géographique, fait l'objet d'articles, d'études publiées, etc. Et ensuite, il s'agit de compiler toutes ces informations, à la fois géomorphologiques et géochronologiques, qui sont présentées ici à droite, avec l'essentiel des datations qui sont représentées ici en rouge, qui sont des datations réalisées avec ces isotopes cosmogéniques qui permettent de dater la durée depuis le retrait glaciaire. Alors il y a quelquefois, effectivement, c'est représenté en vert, des datations qui peuvent être réalisées sur du carbone, avec le radiocarbone traditionnel, mais ça ne permet pas en fait, d'avoir une idée complète. Il y a aussi une autre technique qui est basée sur la luminescence des minéraux, qui permet aussi d'obtenir des datations qui sont ici symbolisées en jaune. Mais bon, l'essentiel de la couverture temporelle et spatiale et la prévisibilité en fait, de l'obtention de ces datations est vraiment liée à ces datations par cosmonucléides avec des datations de temps d'exposition. Donc, en ayant ces compilations, accès aux différents âges, il est ensuite possible de faire des propositions, enfin de proposer des reconstitutions de l'extension de ces calottes de glace, en particulier de la calotte phénoscandienne. Là, il s'agit d'une cartographie pour le maximum glaciaire à 22 000 ans ou 21 000 ans avant le présent, qui présente l'extension en fait maximale au début de cette déglaciation. Et grâce à ces datations, il est possible ensuite de dérouler le film. C'est ce qui peut être fait en regardant l'évolution dans le temps. Alors, j'espère que ça a marché. Je n'ai pas l'impression. Si, voilà. L'évolution dans le temps de l'extension de cette calotte de glace. Et comme on le voit, donc au début de l'Holocène, elle était résiduelle et toute petite. Donc on arrive avec ces cartographies, avec ces cartographies de la géomorphologie croisée, combinées avec des datations sur des blocs rocheux et des roches moutonnées, on arrive à avoir une vue cartographique en extension. Les autres informations complémentaires, niveau marin, réajustement isostatique post-glaciaire actuel et passé, permettent ensuite de quantifier les volumes de glace. Mais ce qui est important là, aussi pour les phénomènes d'albédo, pour savoir quelle était la réflectivité du continent, enfin de ces masses de glace, c'est au premier ordre l'extension de ces glaces qu'il est possible de reconstituer avec les outils que je viens de vous présenter. Donc le même type d'analyse a été réalisé aussi pour la calotte laurentide. Donc ici, c'est en une planche le film de la déglaciation pour la calotte laurentide, qui est à la fois fondé donc, sur les datations de moraines et de blocs zératiques. Encore une fois, ici, tous les âges, donc on retrouve les différentes zones
qui correspondent aux différentes étapes de la déglaciation. On pourrait donc établir un film, mais là, bon, il s'agit d'isochrone de ce retrait de la calotte laurentide, exprimé en milliers d'années avant le présent, en années BP, à partir de ces datations variées. Il est possible aussi, comme le montre en fait cette planche, de regarder finement en fait différentes phases. Alors, par exemple, le diagramme qui est en haut à gauche vous présente la situation qui est proche en fait du maximum glaciaire. La calotte laurentide occupait une grande partie du Canada, débordait sur les États-Unis, et il y avait essentiellement deux dômes. Un dôme qui était vraiment centré sur la baie d'Hudson et un autre dôme qui était accroché aux Rocheuses, à la Cordillère, au niveau de l'ouest du Canada. Et pendant la déglaciation, en fait, il y a eu fonte, retrait vers le nord et vers l'est, et ouverture à un moment vers au-delà de... Enfin, il y a eu une période, au-delà de 13 000 ans, on verra un peu plus de détails dans la suite du cours. Il y a eu ouverture d'un corridor qui a à la fois des implications climatiques et même humaines, parce que c'est aussi par ce corridor que peut-être les hommes ont pu pénétrer en Amérique du Nord, ou au moins, en tout cas, ça a favorisé leur colonisation. Et donc on a formation d'un corridor à une période précise de la déglaciation qui est encore étudiée et assez controversée. Alors ce qu'il faut voir aussi dans ces cartographies et matérialiser, alors on pourrait voir beaucoup de détails sur les évidences géologiques. Au sud de la calotte laurentide qui était en train de fondre, il y avait formation d'un lac proglaciaire qui est baptisé le lac Agassiz en honneur du pionnier Louis Agassiz. Et pour la calotte phénoscandienne, c'est en fait le lac Baltique. Le lac Baltique, au départ, était un lac, c'était un lac proglaciaire. Et on va voir aussi que ces lacs ont été vidangés pendant la déglaciation. Et ce lac Agassiz a pu se vidanger à la fois vers le sud via le Mississippi, via le Saint-Laurent à l'est et en Arctique. Donc il y a beaucoup de travaux et de recherches qui ont été réalisés justement pour essayer de voir au cours du temps quelles étaient les voies de sortie de ces énormes quantités d'eau vers l'Atlantique essentiellement ou l'océan Arctique. Alors, donc ces vues cartographiques à la fois des calottes de montagne, enfin des glaciers de montagne et des calottes de glace comme la laurentide et la calotte phénoscandienne permettent d'avoir une vue de l'extension géographique de ces calottes de glace pendant les différentes phases de la déglaciation, et en particulier pendant le dernier maximum glaciaire. Et donc, lorsqu'on va essayer de modéliser le phénomène glaciaire, la période glaciaire avec des modèles climatiques, eh bien, ils vont avoir une importance au travers de leur coefficient d'albédo, de la réflectivité, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Alors, lorsque j'aborde justement cette modélisation numérique, j'aime bien montrer cette planche en fait, qui résume un petit peu les choses de façon imagée. La modélisation numérique climatique, à la fois pour le futur, pour le temps présent et pour les climats du passé, elle est réalisée avec des outils numériques qui représentent non seulement de façon spatialisée et les fluctuations de l'atmosphère, mais aussi il y a des couplages entre l'atmosphère mathématique, l'océan numérisé avec ses courants marins, et d'autre part, d'autres composantes plus lentes du système climatique que sont les calottes de glace qui peuvent être numérisées aussi. Il y a des modèles glaciologiques qui permettent d'être introduits dans ces modélisations, ainsi que des modèles qui représentent la biosphère. Alors là, il y a beaucoup de paramétrisation parce que les phénomènes biologiques ne peuvent pas être introduits de façon explicite avec forcément de la physique comme peut l'être l'écoulement des glaces, mais il y a des modèles qui représentent en fait la biosphère continentale ainsi que la biosphère marine qui vont donc être couplés à ces modèles qui au final ne sont même
sont appelés des modèles climatiques, mais on utilise maintenant le vocable de modèle système Terre pour bien signifier que ce que l'on modélise, ce sont les interactions entre le système climatique et d'autres composantes, en particulier des composantes qui font intervenir le cycle du carbone. Donc, mais encore une fois, lorsqu'on veut essayer de regarder la modélisation à très faible échelle spatiale et avec une résolution temporelle très importante, eh bien les modèles sont très coûteux au point de vue temps de calcul. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas, malheureusement, de modèle complet avec une résolution satisfaisante, je dirais, au point de vue spatial et temporel, qui permettent de faire une intégration du climat sur 100 000 ans en ayant une complète interactivité des calottes de glace, de l'océan, du cycle du carbone à la fois continental et marin, et à simuler de façon explicite, avec des variables qui seraient donc pronostiques, les calottes de glace et le cycle du carbone. En d'autres termes, quand on veut essayer de simuler de façon spatialisée en détail le phénomène glaciaire, le climat glaciaire, eh bien, on va prendre des modèles numériques océan-atmosphère qui peuvent être couplés de façon interactive à des modèles simplifiés de glace ou de biosphère, mais souvent, en fait, les fluctuations du gaz carbonique en particulier vont être introduites de façon explicite et imposée. Il ne s'agit plus de variables qui vont être simulées par le calcul, mais de variables qui vont être imposées, prescrites. Il s'agit de variables de conditions aux limites qui vont être prescrites. On va prescrire, on va dire, ben voilà, on a mesuré dans les bulles d'air des carottes de glace la teneur en gaz carbonique de l'époque, on sait que c'était à peu près 200 ppm, eh bien c'est quelque chose qui va être imposé au climat glaciaire numérique, et on va voir, en fait, on essaye de reproduire ensuite un climat avec un effet de serre réduit qui, bien évidemment, conduit à un refroidissement. Et de même, pendant la phase de transition, on a accès, comme je vous l'ai montré, à toute la succession de concentrations en gaz carbonique. Et donc le gaz carbonique, en fait, au niveau de la modélisation, il va être introduit comme un forçage. Je vous ai parlé la semaine dernière de forçage secondaire. Il s'agit en fait d'une rétroaction climatique qui intègre en fait les changements du cycle du carbone sur pratiquement 100 000 ans. Et c'est la même chose, en fait, intervient aussi pour les calottes de glace. Les calottes de glace, la Laurentide et la calotte scandinave, se sont construites pendant pratiquement 100 000 ans. Et il faudrait avoir un modèle parfait, à très haute résolution, qui permette d'intégrer de façon complètement interactive des modèles climatiques, océan-atmosphère, ayant en plus les calottes de glace de façon interactive sur 100 000 ans, en simulant de façon correcte tous ces paramètres. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a des modèles qui sont simplifiés, qui permettent de faire des évolutions sur quelques dizaines de milliers d'années, mais en d'autres termes, lorsqu'on essaye de simuler le climat glaciaire, généralement, les calottes de glace vont être prescrites, elles vont être introduites dans le calcul, un peu comme des conditions aux limites. Donc, leur effet d'albédo peut être vu, est en fait une rétroaction du système climatique, mais dans le calcul, elles vont être prescrites comme des forçages, des perturbations radiatives, et donc ensuite on va pouvoir estimer l'impact en fait sur le climat avec une haute résolution spatio-temporelle, avec des interactions océan-atmosphère. En d'autres termes, pour l'instant, alors peut-être que dans la prochaine décennie, nous aurons des modèles complets avec la meilleure résolution possible, avec toutes les interactions glace, océan, atmosphère, cycle du carbone marin et continental, simulant de façon correcte le gaz carbonique et la formation de ces calottes de glace. Pour l'instant, ce n'est pas le cas à très haute résolution, et donc on est obligé de se contenter de ces approximations, des modèles simples qui simulent sur le long terme, et des modèles à beaucoup plus haute résolution, les mêmes que ceux qu'on utilise pour le futur, avec des forçages, des forçages radiatifs qui vont être imposés. Donc ici, je vous ai déjà montré cette planche en fait, qui résume le forçage radiatif
pendant le dernier maximum glaciaire, avec une planche qui représente cette perturbation radiative exprimée en watts par mètre carré, c'est l'unité des forçages radiatifs. Alors ici, il s'agit d'une planche simplifiée qui intègre à l'échelle, qui moyenne à l'échelle de la planète ce forçage radiatif glaciaire, ce qui fait que on voit pratiquement plus le forçage orbital, parce que le forçage orbital, il dépend des latitudes, des saisons, et c'est ça le secret de son efficacité. Il est en particulier important à 65 Nord, là où il y avait les calottes de glace. Mais les autres forçages, les autres forçages importants pour expliquer le refroidissement glaciaire pendant le dernier maximum glaciaire, donc avec des perturbations radiatives qui vont être négatives, exprimées ici en watts par mètre carré. On voit ici que le CO2 correspond à plus de 2 watts par mètre carré de refroidissement. On tient compte aussi du méthane, du N2O, et il y a donc les autres perturbations, en particulier la perturbation radiative qui est liée à la présence de ces calottes de glace, est représentée sur ce diagramme et représente de l'ordre de 3 à 4, suivant les estimations, des watts par mètre carré. Donc c'est quelque chose qui va être prescrit, qui va être introduit dans le modèle à haute résolution, de façon à modéliser le climat glaciaire et ensuite voir les perturbations pendant la déglaciation. Les groupes de modélisation, il faut imaginer que de par le monde, il y a des dizaines de groupes dans chaque pays qui effectivement font de la modélisation à haute résolution, à la fois pour des périodes passées, récentes, le dernier millénaire, on en a déjà parlé, et le futur. Et donc ces différents groupes de modélisation, de temps à autre, même souvent, régulièrement, effectuent des synthèses et des exercices d'intercomparaison de leurs projections climatiques pour le futur, ainsi que des comparaisons pour des climats anciens, en particulier le dernier maximum glaciaire. Il est clair que si l'on n'arrive pas à bien expliquer les fluctuations du climat glaciaire et si les différents modèles ne convergent pas vers les mêmes fluctuations, c'est clair qu'on ne peut pas avoir vraiment totale confiance dans les projections, donc c'est très important de faire ces comparaisons pour des climats très contrastés. Ça peut être des climats plus chauds ou plus froids que l'actuel, mais c'est très important d'avoir ces études et ces comparaisons entre les différents modèles. Donc les exercices d'intercomparaison sont baptisés les exercices PMIP, CMIP et PMIP. Ici, il s'agit, ce que je vous montre ici, en fait, ce sont les cartographies des calottes de glace qui ont été digitalisées et qui ont servi comme conditions aux limites, qui ont été introduites de façon explicite dans tous les modèles qui ont participé à ces expériences d'intercomparaison PMIP3. Donc là, il s'agit on retrouve encore une fois l'altitude et l'extension de la calotte laurentide et de la calotte phénoscandienne. La calotte antarctique était effectivement plus importante, donc là, il s'agit d'altitude. Donc là, tous les groupes de modélisation ont utilisé exactement les mêmes calottes pour assurer la comparabilité entre leurs sorties, parce qu'encore une fois, si les perturbations ne sont pas les mêmes, on ne peut plus tellement faire de comparaison. Là, de façon encore plus récente, donc l'exercice PMIP4 vient d'être synthétisé et publié. Et au départ, voici la représentation en fait, des calottes de glace. Donc là, autant pour PMIP3, les modélisateurs avaient décidé d'utiliser uniquement une reconstitution partagée par tous les groupes de modélisation comme condition limite, comme forçage imposé à leur modèle. Et là, dans l'exercice PMIP4, ce qui a été décidé, c'est de prendre plusieurs solutions. Il y a en fait 3 solutions qui ont été proposées pour que les modélisateurs puissent utiliser différentes tailles, extensions des calottes de glace de l'époque pour comparer leurs résultats. Donc ici, il s'agit des extensions et anomalies. Ici, il s'agit de calculs d'anomalies en altitude entre l'actuel et la période glaciaire pour donc, cet exercice PMIP4 très récent, des modèles tridimensionnels, modèles de circulation générale, ce qu'on appelle les GCM en anglais,
Donc, ce que l'on voit, c'est à cette échelle, lorsqu'on regarde comme ça de loin, l'extension des solutions qui étaient très contrastées, des deux hypothèses très contrastées, l'extension est à peu près la même. On voit que les épaisseurs varient un peu. Ici, l'épaisseur est plus importante à gauche et moins importante à droite. On pourrait voir aussi que l'extension est un peu plus importante à droite. Donc il y avait une différence de forme, d'altitude en fait, des deux calottes de glace Laurentides. Mais globalement, le principe de base, c'est d'imposer au modèle les mêmes calottes de glace pour ensuite estimer les variations du climat glaciaire. Alors c'est pour montrer, en fait, il est possible aussi avec un modèle de bilan radiatif, en fait, de spatialiser, de quantifier les changements du forçage radiatif qui est uniquement lié justement à cette introduction des calottes de glace. C'est ce qui a été fait dans ce travail qui a permis de regarder, enfin de cartographier la différence de forçage radiatif entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel, et tout ça étant exprimé en watts par mètre carré. Donc on voit que les anomalies sont de façon très logique localisées au niveau des calottes de glace qui fonctionnent comme des réflecteurs et qui ont d'autres influences sur le climat. Mais encore une fois, il s'agit de... ensuite, dans la modélisation, eh bien, ça va affecter la présence de ces calottes de glace, va affecter le climat entier, parce qu'il y a communication à travers à la fois l'océan et l'atmosphère de toutes les masses d'air et masses d'eau. Donc ces deux points froids terrestres vont avoir une influence à l'échelle globale, mais par contre, on peut déjà estimer cette différence et la spatialiser, cette différence de forçage radiatif qui est liée à l'introduction dans le calcul de ces calottes de glace qui vont se cumuler, comme on l'a vu sur mon petit diagramme résumé des forçages radiatifs pendant la glaciation, qui vont se cumuler à l'effet des gaz à effet de serre qui étaient effectivement moins concentrés à l'époque et que l'on va pouvoir suivre pendant toute la phase de déglaciation. Alors, donc ces glaces continentales, donc j'ai fait un peu de détails à la fois sur leur volume et sur leur extension. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que c'était souvent le point de départ des calculs de modélisation. Je ne vous ai pas parlé d'un autre type de glace. Enfin, si, j'en ai parlé tout à fait au départ de façon générique lorsque je vous ai parlé des coefficients d'albédo. Je vous ai dit qu'il y avait à la fois une réflexion par la glace, la neige, etc., à la fois sur les continents et sur les océans avec la banquise. Et dans la foulée, je vais vous parler effectivement de cette autre glace qui n'agit pas, qui n'intervient pas sur le niveau de la mer. Il s'agit de congélation de l'eau de mer, donc ça n'a aucune action sur le niveau marin, mais ce sont aussi des surfaces qui vont pouvoir réfléchir le rayonnement incident et avoir une importance climatique. Donc je vais en parler maintenant, mais ce qui est important, c'est que dans la modélisation climatique, cette glace de mer, cette banquise, elle va être explicitement calculée par les modèles à haute résolution, à la différence en fait, de la présence de ces calottes de glace. En fait, les calottes de glace du dernier maximum glaciaire et de la déglaciation, il faut avoir en tête qu'elles ont été créées pendant un laps de temps très important. Si on voulait les créer numériquement de façon fiable, d'une part, il faudrait un modèle qui soit capable de le faire sur 100 000 ans, mais elles intègrent, elles ont la mémoire climatique sur plusieurs dizaines de milliers d'années, alors que la glace de mer, elle varie saisonnièrement et elle est directement liée à la température de l'eau de mer qui, elle, est calculée explicitement par les modèles. Donc ça va être, dans ces modélisations climatiques à haute résolution, ça va être une variable pronostique qui va pouvoir être calculée explicitement par les modèles numériques à très haute résolution qui sont utilisés à la fois pour les climats passés et les climats futurs. Donc je vais faire quelques rappels justement sur à la fois cette glace de mer, son importance, et comment on essaye de la reconstituer aussi pendant la dernière phase de déglaciation. Donc la glace de mer se forme lorsque la température descend en dessous de moins 2 degrés en pratique. Alors il y a plusieurs épaisseurs de cette glace de mer. Ça commence par de la glace qui peut être en crêpe et ça peut aller jusqu'à des glaces qui peuvent être pluriannuelles, très épaisses.
qui peuvent se fracturer à cause de l'action du vent. Donc des conditions qui vont être importantes, mais qui vont aussi avoir cet effet de réflexion du rayonnement incident solaire. Et comme je viens de vous le dire, la réaction à cause de cet effet de température, eh bien, les constantes de temps des variations de la banquise sont beaucoup plus lentes, enfin, sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus courtes que celles des calottes de glace ou des glaciers. On voit par exemple ici, ce sont des vues sur l'actuel. Ce qui est représenté sur ces diagrammes, ce sont les variations saisonnières à la fois de la banquise de l'hémisphère nord en Arctique et autour de l'Antarctique. On a une variation saisonnière moyenne de plusieurs millions de kilomètres carrés. Ici, la situation hivernale, 16 millions de kilomètres carrés. À la fin de l'été, en septembre, une réduction totale donc de cette glace de mer. Donc, ce qui reste ici, ce sont les glaces pérennes, les glaces pluriannuelles, qui vont pouvoir se cumuler, et le reste, la différence entre les deux situations, représente une glace qui va être purement saisonnière. Et on a le même diagramme inversé en saison, avec l'hémisphère sud, avec une couverture de glace qui est très importante en hiver de l'hémisphère sud, et une réduction pratiquement d'un facteur 10 pendant l'été. Donc une situation qui est bien cartographiée. Alors, bon, vous le savez, à cause des phénomènes d'amplification polaire, en fait, la banquise arctique est vraiment un des premiers signaux du réchauffement actuel, et on a une réduction continue depuis plusieurs décennies de cette banquise arctique en particulier. Ici, c'est une vue récente qui vous montre en fait la situation de 2020, la situation cartographique de 2020 en fin d'été, donc en septembre, comparée avec la médiane sur la période 80-2010, donc sur 30 ans. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, on a vraiment une réduction très spectaculaire, très importante. Le diagramme de gauche, en fait, vous présente une vue depuis l'année 80 de cette réduction jusqu'à l'actuel, jusqu'à 2022, 2021, je crois, avec une diminution, avec des soubresauts interannuels, mais une réduction qui est tout à fait caractéristique de cette banquise arctique. Donc une situation qui est aussi, il est très important en fait d'étudier cette banquise, cette formation de banquise, avec les modèles qui vont pouvoir la simuler de façon explicite. C'est une variable pronostique qui va pouvoir être calculée, et de pouvoir la comparer aussi avec des situations du passé, en particulier pendant la dernière déglaciation. Alors pour la dernière déglaciation, les archives que nous utilisons, là il s'agit pour étudier la banquise arctique, on peut y aller en bateau, on peut regarder ça avec des satellites. Il y a une quantité de méthodes de mesure instrumentales qui permettent d'avoir une vue très détaillée de la banquise actuelle, mais sur des longues périodes de temps, eh bien, on est obligé de travailler à partir de sédiments marins. Donc essentiellement les archives qui vont nous permettre de reconstituer pendant la phase de déglaciation, pendant cette transition depuis le dernier maximum glaciaire jusqu'au début de la période Holocène, ce sont essentiellement des carottes de sédiments marins que l'on va pouvoir récupérer, carotter avec des bateaux océanographiques. Donc, j'aime bien montrer le navire français Marion Dufresne, qui a beaucoup travaillé pour la communauté depuis des décennies en récupérant, en carottant avec un carottier géant qui permet de prélever des séquences de plusieurs dizaines de mètres à toutes les latitudes de sédiments marins. Donc ici, une vue, une photo de carottages qui ont été récupérés sur le pont du Marion Dufresne, qui sont en train d'être analysées de façon non destructive au départ, puis ensuite elles vont être aussi fractionnées et stockées en chambre froide pour être ensuite étudiées dans les différents laboratoires. Alors maintenant, il y a une grande quantité, une multitude en fait, d'indicateurs paléoclimatiques qui vont pouvoir être étudiés dans les sédiments marins, et en particulier, il y a certains organismes en fait, du plancton qui vont pouvoir être préservés dans le sédiment, qui sont préservés dans le sédiment,
et qui sont liées aux zones de variation saisonnière de la banquise, en particulier des algues dinoflagellées qui forment des kystes cellulosiques qui vont être préservés dans le sédiment et que l'on va pouvoir retrouver un petit peu comme des pollens. Donc c'est de la matière organique, mais qui est très résistante et que l'on va pouvoir retrouver comme ça sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et les différentes formes, donc ici il s'agit d'une photographie avec un microscope électronique à balayage, les différentes formes en fait permettent de reconnaître les différentes espèces, et certaines étant vraiment inféodées aux zones vraiment d'englacement, de formation de banquise. Et donc il a été possible pour des spécialistes en fait, de micropaléontologie de ces dinoflagellés de réaliser des fonctions statistiques qui permettent de calculer à partir des différentes abondances de ces différentes algues, de ces différents restes, de reconstituer la couverture de glace annuelle en regardant les sédiments quasi actuels et en les comparant avec la situation de la glace de mer actuelle. Donc on a des relations statistiques qui vont ensuite être appliquées dans l'ancien, dans les sédiments en particulier de la dernière glaciation, pour reconstituer la couverture de la glace de mer de l'époque. Alors c'est ce qui a été fait ici, c'est juste un exemple justement tiré des travaux de ce même groupe, ici qui est un groupe canadien, qui a pu reconstituer en fait la banquise arctique au dernier maximum glaciaire avec vous voyez, Québec, Groenland, etc. Donc la banquise qui elle est pérenne, donc pluriannuelle, était beaucoup plus étendue. Elle est représentée ici en violet et les glaces en fait saisonnièrement occupaient une grande partie de l'Atlantique Nord, nord-ouest en tout cause pour ce diagramme. Donc on peut comparer justement avec la situation actuelle. Les glaces ne vont au maximum en hiver, elles vont pratiquement jusqu'ici, mais les glaces pérennes sont à l'heure actuelle complètement situées dans la partie arctique et ne descendent pas jusqu'au Québec. Donc une situation qui était très différente de l'actuel et qui est reconstituée à partir de ces microfossiles. Et donc on peut avoir aussi dans les carottages un suivi tous les millénaires ou tous les siècles, si on a une résolution suffisante, pour essayer d'estimer la variation, le retrait de cette glace de mer au cours du temps. Alors d'autres organismes peuvent être utilisés, peuvent être étudiés, et pour essayer d'estimer la couverture de cette glace de mer, en particulier pour l'Antarctique. Ce qui est très utile en Antarctique, ce sont les diatomées. Les diatomées, donc ici quelques frustules de diatomées, donc des squelettes siliceux qui vont pouvoir être retrouvés dans les sédiments et qui, à l'aide de fonctions statistiques étudiées à partir de la distribution actuelle de ces diatomées, permettent de reconstituer l'étendue de la glace de mer de l'époque. Et c'est ce qui a permis ici à un groupe allemand en fait, de reconstituer l'étendue de cette glace de mer, de cette banquise antarctique, à la fois estivale et hivernale, pendant le dernier maximum glaciaire, et pour montrer finalement qu'il y avait, pendant ce maximum, quasiment un doublement de l'extension hivernale au dernier maximum glaciaire. Donc on a une situation qui est très extrême, et lorsqu'on suit ces fluctuations au cours du temps dans les carottages sur les derniers, pour la période entre 20 000 et le début de l'Holocène, on va voir une diminution de l'extension de cette glace de mer qui est donc importante et qui peut être suivie à partir de ces microfossiles. Alors, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Depuis quelques années, en fait, il y a une autre méthode qui est assez populaire et qui est liée au fait que certaines diatomées, ces algues du phytoplancton marin, peuvent même quelquefois vivre dans la glace. Alors, ce n'est pas toutes les espèces, c'est que quelques espèces qui vont vivre dans la glace et qui vont synthétiser des composés organiques tout à fait caractéristiques, spécifiques, en particulier une molécule hydrocarbure qui s'appelle l'IP25, dont la formule est rappelée ici. Et donc ces
diatomées qui synthétisent cet hydrocarbure sont vraiment inféodées à la glace. Elles vivent dans la glace, en base de cette banquise, qui, comme on l'a vu, je vous ai montré la semaine dernière, j'avais un petit diagramme qui rappelait les coefficients d'albédo approximatifs entre l'océan, une glace nue sans neige. On a vu qu'elle avait un coefficient d'albédo de l'ordre de 0,5. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même un peu de rayonnement solaire qui arrive à pénétrer dans la glace en profondeur. C'est ce qui est symbolisé sur ce diagramme à gauche. On a photosynthèse, on peut avoir photosynthèse en dessous de la banquise par ces diatomées en particulier, et donc tout un écosystème, toute une chaîne alimentaire avec des crustacés qui vont se nourrir, et donc toute une chaîne alimentaire qui va être inféodée à cette glace de mer et partir d'organismes photosynthétiques qui sont visibles sur cette carotte qui a été récupérée sur la banquise. Donc on a ici, vous avez une photographie qui vous montre justement ces petits crustacés qui sont sous la banquise et qui se nourrissent en permanence à partir de ces organismes du phytoplancton. Alors il ne faut pas que la glace soit trop épaisse, hein, c'est essentiellement pour la glace saisonnière. Pour la glace pluriannuelle qui fait plusieurs mètres, il y aura moins ou pas du tout d'algues qui vont pouvoir croître dans ces zones, mais ce composé est vraiment caractéristique de ces algues diatomées dans ces conditions. Donc il est possible en fait de faire un diagramme, je dirais, imagé de l'abondance en fait de cette molécule que l'on va retrouver. C'est ça son intérêt, c'est que on va pouvoir la retrouver, la mesurer, la quantifier dans les sédiments océaniques. Et cette IP25 va avoir une concentration qui va être maximale au niveau de la zone de saisonnalité de la glace de mer. Il n'y aura pratiquement pas de production au niveau de la glace permanente, de la glace pérenne, pluriannuelle, épaisse, mais il n'y aura pas non plus d'autres composés organiques. Il n'y a pratiquement pas d'organisme phytoplanctonique qui peut croître sous cette glace épaisse. Il n'y a plus de lumière. Mais par contre, en océan ouvert, là où il n'y a plus de glace de mer, là où il n'y a plus de banquise, le phytoplancton, les diatomées peuvent croître de façon libre et peuvent former beaucoup de composés organiques qui vont être retrouvés dans le sédiment, mais ces espèces particulières qui vivent en base de la banquise ne vont plus être présentes. Donc, pour essayer d'estimer la zone de transition entre la glace pérenne et la glace saisonnière, les chercheurs utilisent en fait un index qui est la concentration de cette molécule IP25 divisée, normalisée aux autres composés phytoplanctoniques qui sont liés à la production normale des diatomées et d'autres composés. Donc on a un indicateur, un index PIP25 qui va être maximum au niveau de cette transition, que l'on va pouvoir étudier dans des sédiments océaniques prélevés dans des différentes zones. Alors ici, pour illustrer un peu le propos, j'ai repris quelques recherches, quelques diagrammes en fait, de travaux récents par une équipe allemande qui montrent en fait le nord du Pacifique. Ce sont des travaux qui ont été réalisés à partir de sédiments de carottage comme ceux que je vous ai montrés auparavant, prélevés dans le Pacifique, à la fois est et ouest, au nord du Pacifique. Donc vous retrouvez ici le détroit de Bering qui était exondé pendant la glaciation. Et dans ces différents sédiments, il est possible de faire des datations et donc de reconstituer des échelles de temps et donc des fluctuations, des concentrations de ces composés organiques. Et donc c'est ce qui est réalisé ici. Vous avez des séries temporelles qui vous présentent, à la fois pour une carotte qui est à l'est, d'autres qui sont à l'ouest, un peu plus au nord aussi, de la concentration en IP25. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a de grandes fluctuations et que pratiquement pour la période la plus récente, il n'y en a plus, il n'y a plus de glace de mer dans ces différentes zones, alors qu'il y en avait beaucoup plus
pendant la glaciation et pendant toute la transition. On voit même des événements transitionnels dont on reparlera dans la suite du cours, notamment un événement qui a eu lieu vers 12 000 ans avant le présent, avec une abondance très importante de ce composé organique. Comme je vous l'ai dit, il est important de normaliser cette concentration aux autres composés phytoplanctoniques pour pouvoir avoir vraiment un index que l'on peut transcrire en termes de présence de glace de mer étendue, pérenne ou carrément ice-free, c'est-à-dire sans glace de mer, un état qui serait sans glace de mer. Donc c'est ce qui a été réalisé et résumé par les auteurs pour la zone géographique qu'ils ont étudiée, en établissant justement des diagrammes de leur index, cet index PIP25 qui est qui normalise en fait la concentration en IP25 par rapport à d'autres composés, qui permet donc d'étudier la présence ou pas de glace de mer. Et donc ce que l'on voit, c'est que par exemple vers 50 nord, il y avait pendant la glaciation beaucoup de glace de mer, beaucoup de banquise, et que par exemple à l'est, elle avait pratiquement totalement disparu vers 15 000 ans avant le présent. On a un diagramme ici qui est dans la zone sans glace de mer, absolument. Alors que ça a été un peu plus tardif au début de l'Holocène pour la même zone vers 50 nord à l'ouest du Nord-Pacifique, et que beaucoup plus au nord, eh bien, il y a essentiellement à 60 nord encore présence de glace de mer pendant toute la période, en particulier pendant le dernier maximum glaciaire, mais là il y en avait tellement qu'il y avait même plus on était en situation de glace pérenne, donc plus de synthèse de ces composés organiques, mais on voit aussi qu'il y a eu une période pendant le début de l'Holocène où il n'y avait pratiquement plus de glace de mer, et que c'est quelque chose qui a évolué pendant toute la période. Donc on peut regarder comme ça des détails, et il est possible ensuite de cartographier, c'est ce qui a été fait en fait par ces auteurs, de cartographier la banquise du Pacifique Nord pendant le dernier maximum glaciaire et pendant toute la déglaciation. Donc on pourrait réaliser comme ceci un film pour cette zone géographique. Donc la situation au dernier maximum glaciaire, elle est représentée ici, avec la Béringie qui pouvait être parcourue à pied sec ici, et la zone, les pointillés représentent en fait la limite entre la glace de mer et l'océan totalement ouvert, libre de glace. Donc une situation qui était très, très différente, beaucoup plus de présence de banquise à l'époque, on s'y attendait. Et on voit aussi, là il s'agit d'une cartographie, encore une fois, toute la succession a été réalisée. Là je n'ai pris que deux vues contrastées, la vue à 14 000 ans avec un retrait très important, et subsiste de la banquise uniquement pour la partie nord. Donc on peut avoir accès justement à ces informations sur cette glace, sur cette autre glace que la glace continentale, en utilisant différentes informations, en étudiant les sédiments marins. Et donc ces fluctuations de glace de mer pourront être comparées ensuite à la modélisation. Alors dans le prochain cours, je vais vous parler essentiellement de température, de paléotempérature, et on reverra aussi des aspects de modélisation. Et comme j'en aurai besoin, en fait, je vais vous parler d'un petit détail, c'est une parenthèse, mais qui est importante dans la suite du cours et qui est justement liée à cet index PIP. Il est possible aussi d'étudier le même indicateur, ce composé organique qui est lié à ce phytoplancton, à ces diatomées qui vivent dans la glace de mer. On peut les étudier aussi dans les sédiments de l'Atlantique Nord. C'est ce qui a été fait par des chercheurs qui ont regardé notamment des carottes situées au large du Spitzberg, et donc situées dans les mers nordiques, très haut en latitude, vers 75-80 nord. Et dans ces sédiments, ils ont pu étudier donc, cet index PIP, ici qui est représenté pour la période Holocène, les derniers 9000 ans, qui montre essentiellement qu'il y a eu une période tout à fait au début de l'Holocène, ici vers 8000 ans, où il y avait peu de glace de mer. On est situé dans la zone grise ici. La zone complètement libre de glace est située en bas de ce diagramme, elle est représentée en blanc, donc un indicateur PIP qui serait quasiment à 0. Et donc on voit une évolution pendant tout l'Holocène avec une concentration, une extension de la glace de mer qui
augmente pendant tout l'Holocène. Bon, ça c'est essentiellement lié à l'insolation pendant l'Holocène à haute latitude et à d'autres phénomènes encore, mais quelque chose qui est assez logique. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que pour cette zone, il y a pendant l'essentiel de l'Holocène présence de glace de mer de façon abondante. Dans des sédiments qui ont été étudiés juste à côté, il est possible aussi d'étudier une autre période interglaciaire que l'Holocène, le dernier interglaciaire. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Quelquefois, il est important de comparer les déglaciations ou les périodes interglaciaires entre elles, et en particulier la période que l'on appelle le dernier interglaciaire. Le niveau de la mer était un peu plus haut que l'actuel, le climat était un peu plus chaud, et pendant cette période, c'est ça, il y avait très peu de données sur le phénomène, mais comme là, les travaux sur l'IP25 permettent de le dire, j'en profite justement pour vous montrer un détail de ces études qui montrent que pour le dernier interglaciaire, cette zone était beaucoup plus libre de glace que l'actuel. Le climat était plus chaud pendant le dernier interglaciaire, et donc pratiquement pas de glace, pas de banquise au niveau de l'Atlantique Nord, des mers atlantiques autour du Spitzberg. Donc c'est une parenthèse, je dirais, que j'ajoute justement dans la foulée de cette étude de cet indicateur, mais qui nous sera utile pour la semaine prochaine lorsque nous considérerons les changements de température au cours de toute la déglaciation en comparaison avec le climat actuel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et à la semaine prochaine.